bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est Maxime et sa bande à Riri. Du coup, on a le Franck avec nous, le Joule. Oh, salut les potos du 6-9. On a Vincent, salut Vincent. Salut à tous, salut Maxime. Et on a Kylian, salut Kylian. Bonsoir tout le monde. Voilà, écoutez, on est de retour, on est tous bien, pour moi et Vincent, rentrés à domicile, chacun de nos côtés. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on va commencer dans un premier temps, peut-être raconter un peu notre petite journée qu'on a passée à Dortmund pour aller voir le match contre Villarreal. Écoute, je commence et puis comme ça, après, je te laisse compléter vers la fin. Puis j'ai mis quelques petites photos de souvenirs pour qui te rappelleront certaines choses qui s'est passé dans la journée. On est parti à 9h de la frontière luxembourgeoise pour aller directement à Dortmund. On s'est arrêté sur quelques petites aires d'autoroute pour faire du ravitaillement en café et se nourrir un peu. On est arrivé vers quoi? Il était 14h, c'est ça Vincent, à peu près 14h, 14h30? Tout à fait, ouais, 14h30. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est directement dirigé vers le stade. On a été faire un petit tour à la boutique. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on avait aussi Quentin, donc du coup, le graphiste qui fait les affiches sur les réseaux sociaux. Et on avait aussi mon papa à mes côtés. Du coup, on a fait un petit tour à la boutique. On a été voir un peu les petites nouveautés et faire découvrir à Quentin. Qu'est-ce qu'il y avait de beau dans cette boutique? Et comme c'est un fervent supporter de Lyon, il a pu comparer un peu. Donc, il a dit que notre boutique était très magnifique, très jolie. Donc voilà, on est repartis tous avec une petite écharpe du match contre Villarreal. Donc, du coup, j'ai mis une petite photo de nous deux devant le stade. Oh, les beaux gosses. T'as vu? Qui prend la les beaux... Comment? Qui prend la photo? Je crois que c'est mon père, si j'ai pas de bêtises à ce moment-là. Tout à fait. Donc voilà. Et ensuite, on s'est dirigé vers le centre-ville de Dortmund pour aller faire un petit tour au marché de Noël parce qu'il avait ouvert depuis ce week-end. Donc voilà, un petit tour dans les allées de Dortmund, ce qui nous a permis aussi de rencontrer des petits Espagnols. Je te laisse peut-être raconter cette petite aventure pour toi, Vincent, avec cet Espagnol. Eh ben, écoute, lors de notre petit périple au marché de Noël de Dortmund, qui était plutôt sympa, on n'a juste pas trouvé de bière, ça qui était dommage. Il y avait plus du vin chaud qu'autre chose. Et on est en train de commander une petite currywurst et puis il y a un petit monsieur qui s'approche de nous et puis qui nous parle espagnol. Alors nous, on n'a pas très bien compris. Je le reconnais? C'est pas Mais par contre, il a su se faire comprendre en nous expliquant qu'il souhaitait donc échanger une écharpe, une de nos écharpes avec la sienne. Et j'ai trouvé l'idée tellement sympa que je me suis tout de suite décidé à sacrifier une de mes écharpes. Et j'ai vu que ça lui a fait vraiment, vraiment plaisir. Et en tout cas, ça avait l'air d'être une gentille personne. Et puis j'ai été surtout fier de le faire en fait parce que il faut quand même souligner une chose. Je l'ai souligné avec vous, mais je le souligne du coup, je le partage avec tout le monde. Les supporters de Villarreal, ils ont fait un petit peu de bruit quand même à Altemarkt. Ils ont su se faire un petit peu entendre et on a pris des photos. On a pris des photos avec des supporters qui étaient vraiment vraiment sympas. Ils avaient l'air de bien se comporter, en tout cas au centre-ville. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de pouvoir prendre ces photos avec eux, avec nous, du moins. Ça serait cool qu'il y ait beaucoup plus de supporters comme ça, en tout cas. Ouais, c'est clair que qu'il y avait une bonne petite ambiance. Donc, ils étaient tous à l'Altenmarkt et ils chantaient, ils buvaient leur petit verre. Donc, c'était vraiment super
super sympa. Puis on a pu prendre des photos avec eux. Je leur ai aussi donné des petits stickers du fan club. Ils étaient tous contents d'en avoir pour repartir. Donc du coup, c'était top. Donc voilà, après, bon, on est comme pas de bière. Bon, on est reparti vers le stade quand même Ouais. pour aller, pour aller boire quand même une petite bière. Ce qui nous a permis aussi de rencontrer Erwan, donc il y a un supporter français aussi qui fait les déplacements au stade. Et on a rencontré aussi son frère et tous ses amis qui étaient venus en bande. Et, J'ai enfin vu Erwan. et voilà, tu as enfin vu Erwan. Et bon, là, je vais me faire mousser un peu, mais en se promenant un peu aux alentours du stade, on est quand même tombé sur Patrick. Alors, on dit Berger, je ne sais pas comment on dit Berger. exactement. Berger, Berger. voilà. Voilà, donc Littéralement Berger. Si voilà. c'est un- Donc, Voilà. du coup, Franck, Franck il rigolait la semaine dernière, mais maintenant, c'est à son tour de bugger. Donc voilà, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le journaliste qui était à Sport 1 avant et maintenant qui est chez Sky et qui est vraiment super sympa, qui parle un petit peu français parce qu'il Ouais. il nous a parlé brièvement et nous a demandé d'où on venait. Et il trouvait ça super que ça venait un peu de partout en France pour venir voir un match. Donc voilà, et puis il y a aussi Vincent avec sa petite photo avec Patrick Berger. Donc, La tête du lubrite qu'il a, quoi. donc voilà, et il est reparti aussi avec un petit sticker du fan club. Et il était tout content, donc Ouais. c'était bien pour lui. Puis après, on s'est dirigé vers le stade. Alors la petite anecdote aussi, c'est que les joueurs sont arrivés super tard. Ouais. Il était passé 20h, que le bus n'était toujours pas arrivé au stade. Donc on a attendu qu'il passe et après on s'est dirigé vers le côté de la sud tribune et nos places en virage. Et c'est vrai C'est qu'on pour ça que, arrivait. c'est pour ça que le coup d'envoi, vous étiez en décalage de 5 minutes par rapport aux autres matchs, quoi. Ok. D'accord. Ouais, mais ça se voyait parce qu'on attendait qu'il y ait l'entrée des joueurs et en fait ils ont remis des chansons le temps d'eux parce que il y avait un petit décalage. Donc voilà, écoute, après ça va nous permettre de rentrer sur le match. Niveau ambiance, elle était bonne, hein. Je pense que Vincent, Ouais. toi tu y es plus souvent que moi, mais c'est vrai que la Sud était quand Il y a même eu mieux. Il y a eu ouais. mieux, mais elle était très très bonne. Et puis, comme d'habitude, c'est le Westfalenstadion. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la Sud était vraiment en harmonie et que ça bougeait pas mal dans toute la Sud, donc c'était sympa. Et puis après, du coup, les supporters de Villarreal étaient dans l'angle en haut à droite. On les a entendus première mi-temps, après seconde période, bon, il n'y avait plus Un peu personne. moins. Voilà, c'était beaucoup plus calme. Voilà un peu l'histoire. Puis écoutez, à la fin du match, on est reparti pour retour vers la frontière luxembourgeoise, retour à 4h30. Et puis voilà, voilà de retour sur ma petite Côte d'Azur en début d'après-midi avec une tête éclatée. Mais on fera l'émission et on dormira mieux ce soir. Donc, Voilà. voilà un peu tout le petit périple de ce voyage à Dortmund. Vincent, tu veux rajouter quelque chose ou on part sur la compo? Non, on peut continuer. Allez, c'est parti. Du coup, on enchaîne direct sur la composition. Donc, je vous la redonne. Donc, Kobel toujours dans l'axe. Une défense avec Schlotti, Anton et Anselmino. À gauche, Svensson qui retrouve sa place. À droite, Couteau. Dans l'axe, Elmecha, Sabitzer. Et devant, Brand Girassi, Adeyemi. Bon, du coup, on va vous laisser un peu plus la parole, Kylian et Franck, parce que c'est vrai qu'on le dit toujours, quand on est sur place et au nos matchs, c'est plus compliqué d'analyser certaines choses. Franck, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de la compo? Ouais. Bon, écoute, je m'attendais à derrière. De toute façon, il l'avait un peu dit. Enfin, surtout le joueur concerné avait dit qu'il ne se sentait pas capable de jouer tous les 3 jours. C'était Monsieur Emre Can. Donc, je voyais bien un changement. Alors, bon, Anselmino, peut-être j'ai entendu Ben Semani, je sais pas. Toujours problème au dos, officiel, non officiel? Il était Non? sur le banc, donc normalement c'est terminé, mais Ok. je pense que. Après, j'ai vu par plaisir, enfin, avant le match, j'ai vu par plaisir que Couteau était dans le Elf du Tarak.
je trouvais ça sympa. Après, bon, que notre ami Sabitzer était là, j'ai trouvé ça moins sympa. Mais bon, faut dire, sinon, bah oui, pourquoi pas. De toute façon, à un moment, il faut faire tourner aussi parce qu'on joue tous les 3 jours. Alors, il faut bien, on va pas avoir toujours une composition. Mais bon, j'aurais préféré voir notre ami Bellingham à la place de Sabitzer. Après, bon, bah, devant, suite au forfait de Bayer, je pense le choix ADMI était sûr. Je pensais peut-être qu'il mettrait Silva quand même, peut-être. Hein, pourquoi pas, à la place de Brandt. Hein, tout est faisable. Après, ça reste cohérent dans son schéma, quoi, hein, je dirais. Quoi. Donc, oui. Ça, je suis aussi minimaliste que notre ami Don Kovac, quoi, je veux dire. Voilà, ouais, on juge sur pièce. Mais après, bon, bah, il faut des changements de toute façon, quoi, je veux dire. Ouais. Il en faudra samedi, il en faudra mardi. Donc, pourquoi pas. Après, le seul point qui me dérangeait, moi, c'était Sabitzer. Ouais, c'est ça. Après, bon, Chan n'était plus titulaire après qu'il ait enchaîné deux matchs, je crois, en tant que titulaire. Ouais, mais il avait dit qu'il ne se sentait pas encore très très chaud de jouer à répétition. Il l'avait donné dans une interview que j'avais lue, que la répétition des matchs tous les 3 jours, il ne se sentait pas encore capable à 100%, quoi, je dirais. Quoi. Donc, alors, ouais. Après, je trouve que les 3 ont fait le taf derrière. Quoi. On a fini à 0. C'était intéressant, c'est clair. Moi, j'ai trouvé la défense bonne. Quoi. Après, on pourra parler d'autres sujets, mais bon, en tout cas, sur la compo, voilà. Ok. Kylian, toi, du coup, pour ton petit côté analytique, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était le match le plus important de la semaine? Moi, je pense pas. Donc, effectivement, la rotation est intelligente. Dans la mesure où Chan ne peut pas enchaîner les matchs, tu fais rentrer potentiellement Ben Sebaini, qui a montré plus d'une fois qu'il était digne de confiance. Mais j'ose croire que les carences physiques ne jouent pas en sa faveur. Donc, tu fais rentrer Anselmino, qui n'a jamais déçu pour l'instant, et toujours pas. Mais Franck, j'ai tellement pensé à toi quand j'ai vu Couteau dans le Startelf. Après, voilà, il y a quand même un petit débat, Svensson, Ryerson. Moi, je préfère quand même très légèrement Ryerson, mais Svensson. J'ai vu un mec qui a commenté 70% de la planète est recouverte d'eau et le reste par Svensson. Ça m'a fait rire. Et c'est pas si faux. Après, le duo Mecha-Sabitzer, c'est vrai que pour moi, dans une logique de présent et d'avenir, Bellingham sera toujours la bonne réponse. Et surtout qu'on le sait maintenant depuis qu'il est arrivé, donc en juin, juste avant la Coupe du Monde des clubs, que physiquement, il est impressionnant. Quand il est titulaire, il joue 90 minutes et il semble loin d'être carbonisé à la fin de ses matchs. Donc je pense que c'est typiquement le genre de profil qui peut les enchaîner. Donc déçu de ne pas l'avoir vu, c'est ma plus grosse déception en fait de ne pas avoir vu Bellingham enchaîner les matchs comme je le souhaiterais, parce que j'ai pas l'impression que dans son cas ce soit un impératif de le faire tourner. Et après, devant Adeyemi, pour moi je vois pas pourquoi il y a encore débat sur Adeyemi. Il doit être incontestable parce que même dans un mauvais jour, c'est notre meilleur attaquant. Et puis Brandt, au final, Brandt n'a pas fait un si mauvais match contre Stuttgart. Je voyais pas Fabio Silva débuter. Donc en réalité, à part la demi-surprise Chan, remplacée donc par Anselmino, la mauvaise surprise Bellingham absent et la bonne surprise Couteau présent, c'est une rotation qui est cohérente face à Villarreal qui a été bien minable. C'est clair. Et toi, du coup, Vincent, on en avait déjà un peu parlé. C'est vrai qu'on l'avait dit, Couteau ou Ryerson, et on mettait plus un petit côté sur Couteau, comme il avait fait un petit passage en Espagne. On s'est dit peut-être un peu les adversaires, un peu le style de jeu. Donc, qu'est-ce que ça t'a pensé? Ouais, quand on était dans le tram, on était justement en train de discuter de ce sujet-là. Après, moi, j'étais surtout content de voir Anselmino, pour ma part. Après, la composition, on va dire qu'elle me plaît, mis à part Brandt et Sabitzer. Hein. Alors, par rapport à l'importance des matchs, je suis un petit peu d'accord et pas d'accord parce que en fait tous les matchs là qu'ils arrivent, en fait on avait
conclu tous ensemble qu'ils étaient tous importants au final, hein, et notamment celui-là pour pas être trop largué en Ligue des Champions. Après, c'est sûr que là où je suis d'accord, en fait, il faut maintenant savoir gérer en fait, hein, au niveau des compos. Et moi, personnellement, j'aurais peut-être plus mis justement, oui, Silva et à la place de Brandt et à la place de Sabitzer, j'aurais plus opté pour Bellingham, mais la proposition me plaît, surtout avec le retour de Couteau. Ok, bah écoute, ouais, c'est quelques petites surprises comme vous avez dit, mais une compo aussi, compo cohérente. Bah écoutez, on va se diviser comme d'hab la rencontre en deux périodes. Je pense que même la première va être assez rapide. Il y aura plus de choses à dire en seconde. Bon, moi j'ai noté une première période sans saveur parce que franchement, c'était d'une lenteur et il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Au niveau de, alors je vous ai pas mis la petite affiche, comme ça c'est mieux. Donc du coup, pour rappeler le score, on était sur un score de 4-0 avec un doublé de Guirassy, un but d'Adeyemi et de Svensson dans le temps additionnel. Première période, du coup, bah tiens, je recommence avec toi, Franck. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bien résumé. Ouais, franchement, un peu comme beaucoup de matchs de l'ère Kovac, hein, c'est. Oh là, franchement, c'est vraiment minimaliste, hein, dans tout. Et si vous n'avez pas vu l'interview de Mats Hummel avant le match, on va essayer de la trouver, hein, parce que lui, il le dit clairement que ce Dortmund-là ça manque de saveur et que ça ose un peu, quoi, hein, je veux dire. Hein. C'est vraiment, on voit que l'équipe, tu as l'impression qu'ils sont vraiment cantonnés dans ce que Kovac veut, quoi, hein, je veux dire. Hein. Et il n'y a vraiment pas d'effusion je sais pas, à un moment, j'ai vu que Vincent mettait champagne. Bon, bah, dis donc, c'était plutôt du champomis, hein. Parce que, Sans bulle. sans bulle, hein, et sans alcool. Hein, ça rendait pas ivre. Hein. Donc, ouais, rien à dire de spécial sur la première période. Hein, je veux dire, franchement. Ouais. Et après, sur la deuxième, je ne vais pas être euphorique, hein, comme certains, mais je me réserve pour la suite. Voilà, je laisse mon. Alors du coup, c'est vrai qu'il y avait clairement un manque de vitesse dans le jeu. C'était long. Alors, on le voyait, Vincent, un peu sur place. C'est vrai qu'on avait toujours Adeyemi ou Svensson ou Brandt qui étaient tout le temps tout seuls sur les côtés. Mais en fait, le ballon, il arrivait 2 heures après. Donc en fait, il n'y avait aucun décalage possible de faire. Toi, du coup, Vincent, sur la première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, moi, c'est pas, enfin, maintenant que j'ai vraiment, parce que j'ai été un petit peu plus concentré, hein, je pense que tu l'as remarqué pendant la rencontre, et je me suis un peu exprimé assez violemment sur certains joueurs, dont effectivement, on a remarqué que Brandt était souvent tout seul. Après, de là à dire que la première mi-temps était soporifique, le mot est un peu fort. Pour ma part, d'accord, parce que bon, après c'était différent, on était sur place, mais disons voir que j'ai vu encore un Dortmund qui avait vraiment du mal et qui m'a fait peur malgré quand même un bon début de match de Yann Couteau que j'ai trouvé très très bon pour moi, d'accord. Et heureusement que notre grand et majestueux Guirassy a été là pour sauver les meubles en fin de première période. La solution au problème, n'oublie pas, Vincent. Voilà. Je sais pas, moi je lis ce qu'on m'écrit, hein, donc après, c'est. La solution, c'est pas tirer de pénalty, hein, parce que même moi, les yeux fermés, arrête, aïe, tu vas trop loin. Tu vas te faire bannir, arrête tes conneries, Franck. Garde tes balles pour la deuxième période. C'est ça. J'en ai Vite d'autres. pas le chargeur maintenant. Mais après, il y avait un joueur quand même, moi j'ai trouvé en dessous, c'était Svensson sur la première période, du moins.
je l'ai trouvé vraiment dépassé et il a quand même pris bouillon. Alors, j'ai pas vu qui c'était à droite de l'attaque de Villarreal, C'était mais Pépé. c'était Pépé. Ben, je trouve que Pépé, il lui a quand même mis des sacrés bouillons quand même pour- Voilà. Il il a fait sa tue. Du coup, Kylian, pour clôturer sur la première période, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, c'est une première période qu'on a trop vue. Peut-être que si tu achètes ton billet pour uniquement 45 minutes, tu le payes moitié prix, peut-être. Et tu vas voir que les secondes périodes. C'est vrai. Non, mais dans l'ensemble, tout le monde a été très, très en dessous. Le seul que j'ai trouvé vraiment bon, par contre, c'est Anselmino, dans la distribution, dans un rôle très particulier de maillon de la chaîne de trois arrière à Dortmund sous Kovac. Pas tout le monde peut jouer ce rôle, honnêtement. Et lui, franchement, il le fait super bien. Il n'a jamais été décevant pour le moment. Le problème que je commence un peu à avoir avec cette chaîne de 3, c'est qu'à l'arrière, tu as vraiment des canonniers, des numéros 10 extrêmement reculés. Et en fait, tes deux milieux de terrain, qu'importe qui ils soient d'ailleurs, ils n'existent pas. Tu passes jamais par eux. Le jeu ne transite jamais. Et évidemment, aujourd'hui, Sabitzer, il a la cible sur le crâne, mais en fait, tu mets n'importe qui à sa place. Même Mecha, il n'a pas été bon, Mecha, pour moi. Ça peut être Gross, ça peut être Bellingham. Dans les phases de construction, encore aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment le rôle des deux milieux de terrain. Sur les phases défensives, je comprends. Mecha et Bellingham, ils ont tous les deux un côté harceleur et très bon à la récupération qui est précieux. Mais dans les constructions pour amener le ballon vers l'avant, en fait, tu sautes constamment le milieu de terrain. Constamment, Schlotterbeck va chercher Brandt ou l'opposé avec Adeyemi. Il l'a fait un nombre incalculable de fois. Les transversales de Schlotterbeck sur ce match, c'est quand même quelque chose. Mais Anselmino, c'est pareil, il passe longue directement vers les attaquants, ce qui court-circuite en fait en permanence Mecha et Sabitzer. Alors en deuxième période, ça a marché. En première période, bah, en fait, souvent, à vouloir faire avancer le ballon trop vite, le bloc, il suit pas et tu laisses Adeyemi en 1 contre 1. Parfois ça passe pas, parfois ça donne des pénaltys. Mais voilà, j'avoue que c'est un peu une zone de confusion. Qu'est-ce qu'attend vraiment Kovac de ces deux milieux de terrain? C'est délicat de donner une réponse à ça. Et puis, globalement, moi, j'ai trouvé Villarreal vraiment mauvais, quoi. Hein. Honnêtement, alors je crois qu'à la mi-temps, ils ont 6 tirs. Il n'y en a aucun qui est cadré déjà. J'ai trouvé en termes de jeu qu'on était très largement au-dessus. On fait le double de passes, on fait le double de touches de balle aussi. Vraiment une première période très classique comme on a l'habitude de voir, où on n'arrive pas à piquer là où ça fait mal, jusque peut-être il est genre à moins d'1 mètre, je pense, de la ligne Guirassy pour la mettre, et ça soulage vraiment tout le monde. Mais par contre, en termes d'attitude, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que Guirassy, ça a déjà été le cas à son but contre Stuttgart, enfin son faux but contre Stuttgart, où il célèbre pas du tout aucune expression. Alors, c'était Stuttgart, donc ok, d'accord, je comprends le respect de l'ancien club, tout ça. Mais là, il marque même 2 buts. Je dis pas que l'investissement et l'implication d'un joueur, ça doit forcément être une explosion avec le stade et ses coéquipiers et tout. Mais là, moi, je le trouve très désinvolte, en fait. Et même Kovac, je pense qu'il n'est pas très satisfait de ce qu'il a vu, parce que sur les buts, il est stoïque. Et ça résume pas mal, en fait, ce qu'on a vu en première période, quoi. Comment être satisfait de ce niveau de jeu-là. À la fin, tu es content de rentrer avec un but d'avance. Ouais, c'est après, de toute façon, vous voyez quand même l'équipe de Villarreal qui attaquait quand même en contre. Hein. On en parlait avec Vincent, on dit il va pas leur falloir 50 000 occasions. Ouais. Il y a quand même un but sur hors-jeu. Mais après, ça Ils ont s'est une un belle peu calmé. occasion par, c'est quoi, Papé Gay, là, je crois, hein, qui, Ouais. quand il tire dans l'axe, hein, waouh, et elle est cadrée, celle-là, Mm. en première mi-temps. Bon, elle ne l'est pas, heureusement. Ouais, c'est clair. Mais on voyait qu'il leur fallait pas 50 occasions comme nous pour marquer un but. Ouais. Voilà. Bon, pour résumer un peu la première période, encore des lacunes évidentes qu'on voit depuis de nombreux matchs et de nombreuses semaines, dans une structure du jeu peu claire, avec
quelques occasions, mais qui ne sont pas finalisées. La VAR qui a appelé sur le but de Guirassy, c'est quoi? C'est une main, c'est ça qui était en jeu? Ouais, c'est Ouais. un soupçon de main sur Anton. Ouais. Mais en fait, ça a été validé parce que la main, elle existe, le bras existe, mais en fait, Anton est poussé par son défenseur au marquage, et c'est le fait qu'il soit poussé qui fait avancer son bras vers le ballon, en fait. Donc, l'arbitre a jugé que c'était pas volontaire. Voilà. Ouais, c'était pas fait exprès. Ok, bon, comme ça au moins c'est plus, c'est expliqué et on est au courant, parce que c'est vrai que nous sur place on comprenait pas trop, mais donc voilà. Bon, on enchaîne avec la seconde période, donc qui a quand même été plus prolifique, du moins au niveau but. La prestation était quand même légèrement meilleure que la première, mais on va pas non plus faire des louanges à l'équipe. Kovac, à mon avis, il a quelque chose à travailler durant les prochains entraînements, c'est les pénaltys, parce que un pénalty entre guillemets loupé de Guirassy, il se rattrape. Non, ça ne s'appelle pas un penalty, c'était une passe en retrait qu'il a fait. Hein. Ouais. Joli donc j'espère que les personnes qui sont sur Facebook et qui sont là, il ne peut pas tirer, ils doivent tirer les pénaltys. Vous en avez la preuve vivante que Guirassy ne peut pas tirer les pénaltys parce qu'il ne sait pas les tirer actuellement. Donc voilà. Et ni Fabio Silva qui c'est dommage pour lui, parce que il avait une occasion un peu de marquer un but et de lui redonner un peu de confiance. Il va nous exploser le ballon sur la barre. Du coup, Franck, la seconde période de ton côté? Ouais, j'ai des moments d'absence parce que je me suis endormi. Hein. Alors, ok, on gagne 4-0 face à une équipe, comme a dit Kylian, que j'ai trouvé très faible aussi. Franchement, ok, on a gagné 4-0, c'est 3 points, hein, mais fanfaronnons pas. Hein. On marque un but avant la mi-temps, ok. Hein. Après, on marque le 2-0 sur la passe en retrait sur le gardien et donc Guirassy peut la reprendre, ok. Il y a un expulsé tout de suite derrière du côté de Villarreal, tout de suite, hein, la foulée. Donc, déjà, ils n'étaient pas bons à 11. À 10, ça sentait plus les tapas manger à moitié. Donc, là-dessus, Adeyemi, il fait le job, il y croit jusqu'au bout, tant mieux. Mais bon, franchement, 4-0 contre une équipe comme ça, hein, il n'y a rien eu de neuf dans le jeu du Borussia Dortmund. Je suis désolé, mais moi, je ne suis pas hypé par cette équipe et par ce fond de jeu, quoi, je veux dire. Alors, bref, 4-0, c'est bien. On a marqué un but. On n'a surtout pas encaissé de but. Ça, c'est une bonne chose. On a marqué ces 3 points qui étaient vraiment nécessaires pour mettre déjà peut-être l'orteil de Zule dans les phases prochaines de Ligue des Champions. Mais franchement, ça n'a pas de saveur. Moi, je trouve que le match était contre Stuttgart, on fait 3-3, mais au moins, c'était un bon match à voir, quoi. Mais là, heureusement, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé mieux parce que ça m'aurait fait de la peine que pour vous, qui êtes déplacés, surtout toi, Max, vous ayez vu un match, je veux dire, j'ai eu peur au début. Hein, heureusement qu'en deuxième mi-temps, les buts étaient là. Mais je trouve que cette équipe est bridée, minimaliste. C'est à l'image de Kovac, ça sourit pas, quoi. Ça manque de pétillant. Je veux dire, on en a eu souvent. Hein, je veux dire qu'on a eu des entraîneurs. Je veux dire quand c'était Klopp, même avec Tuchel, mais même avec d'autres, hein, avec Rosa, on a vu quelques fois. Je veux dire un peu pétillé. Mais là, ça commence à être comme le temps. Hein, c'est morose. Hein. Ah ouais, c'était le brouillard, donc c'était la même chose. Mais il y en a quand même un qui s'est un peu mis en valeur et tout, c'était quand même Adeyemi, comme d'habitude, qui essaye toujours de faire quelque chose. Il est quand même, je crois qu'il est sur le deuxième, sur le penalty, c'est lui qui a l'origine. Ouais, tout à fait. Donc, et même 2 pénaltys, parce que c'est lui qui tire aussi. Ouais. 2 pénaltys, un but pour Adeyemi. Kylian a vraiment mis le point sur ce qui est, que moi j'avais aussi remarqué, à quoi sert notre milieu de terrain.
Parce que toutes les passes qui sont faites, elles viennent de derrière souvent. Et je ne sais pas aussi offensivement à quoi servent nos deux joueurs, quoi, je dirais, quoi, au milieu. Il n'y a pas de création. Alors maintenant, tout le monde le sait. Je pense que les entraîneurs adverses l'ont déjà bien identifié. Quand à un moment, on n'arrive plus à passer, où c'est cadenassé, on a eu cette période-là où on manque de buts. Ben oui, parce que on est obligé de faire une passe qui est très longue. Donc, ça met quand même la défense adverse, je veux dire, devant le fait accompli. Ils ont beaucoup plus de temps de réaction. On n'a plus de joueurs au milieu qui cassent les lignes, qui font une passe, qui cassent la dernière ligne aussi, mais à partir du milieu, quoi. Donc, il faudrait peut-être donner quand même les clés du camion à un joueur au milieu aussi à un moment, quoi. Parce que si on joue comme on joue là, notre jeu, il est stéréotypé. Et à un moment, ça passera pas, ça suffira pas, quoi. Tu as deux joueurs défensifs, en fait, quand tu regardais, Nmecha et Sabitzer, ils restaient en arrière. Et il n'y a personne qui se projetait vers l'avant et qui essayait de dynamiter un peu. Et en fait, on en revient toujours au même problème, c'est qu'il manque un 10 en fait dans ça. Parce qu'on le voyait, Brandt pourrait jouer ce rôle et il devait jouer ce rôle, mais en fait, il est tout le temps excentré sur le côté. Mais et c'est pas un ailier. Alors, je pose la question à Kylian. Le système de jeu à Kovac, est-ce qu'il permet d'évoluer avec un 10 comme on est là, comme on joue, quoi? Je veux dire, je vois pas, je pense pas. Parce qu'on joue je veux dire, en 3 derrière. Donc, après, tu as 2 joueurs au milieu, tu as les 2 couloirs, tu as les 2 autres joueurs qui sont. Mais tu n'as pas une position d'un joueur meneur pur, quoi, je dirais, quoi. Ouais, en fait, moi, je pense qu'il y aurait je pense que ça serait bénéfique à l'équipe de passer en fait en 3-4-1-2, parce que dans ce rôle de numéro 10, Chukwuemeka semble parfait pour le faire, et même dans la rotation, Brandt, qui fait vraiment pas un mauvais match, d'ailleurs, ça sera pas compté comme une passe décisive, mais ça passe clé sur le but d'Adeyemi, elle est franchement divine. Tu sens que si tu le mets sur un côté, tu le mets face à ses faiblesses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets un joueur sur un couloir, tu attends de lui qu'il fasse les efforts défensifs pour aider le piston. Et souvent, d'ailleurs, quand on prend un but qui vient d'un couloir, c'est parce que ce joueur-là n'a pas fait l'effort, laissant Ruerzon ou Svensson seul en 1 contre 1 ou 1 contre 2. Je pense que c'est ce que Kovac cherche à faire à tout prix, c'est-à-dire asseoir une performance défensive de classe internationale, parce que c'est ce qu'il a toujours fait partout où il est passé. Si tu agglutines du monde dans l'axe, tu laisses tes ailes vraiment déplumées, mais dans l'animation offensive, par contre, c'est plus pauvre, parce que même je pense qu'Adeyemi serait meilleur dans l'axe aussi, en fait, aux côtés de Guirassy. Sans doute que Guirassy serait aussi déchargé de tout le travail qu'il a à faire, parce qu'il est le seul à occuper l'axe, finalement. Moi, je milite pour ça. Hein. Moi, je signe tout de suite pour mettre Chukwuemeka ou Brandt en 10 juste derrière Adeyemi Guirassy. Même Bayer, c'est peut-être là qu'il est le meilleur aussi. Le 3-4-3 a des vertus défensives qui sont supérieures, je pense. Mais vu que tu as 60%, 65% de la possession de balle à quasiment chaque match, je pense que les joueurs sont assez flexibles pour pouvoir changer de position aussi en fonction des situations. Mais pour moi, réintégrer un vrai numéro 10 à la Musiala, à la Florian Wirtz serait nécessaire, d'autant que Brandt est si faible dans l'abattage défensif. Et puis ça permettrait aussi à Adeyemi ou à Bayer en fait, de tourner autour de Guirassy, parce que Guirassy, on le voit tout le temps, ce qu'il cherche à faire, c'est de détourner de la tête sur les côtés et de lancer soit Adeyemi, soit Brandt, hein, ce qui faisait durant la rencontre. Donc, mais même Silva d'ailleurs. Moi, je pense que Silva, il n'a pas les épaules pour jouer seul neuf. Je pense que Silva, par contre, si tu le mets à côté de plus ou moins n'importe qui, en fait, il saura s'exprimer en combinaison de bien meilleure manière, quoi. Ouais, et d'ailleurs, Guirassy à Stuttgart, il jouait à 2 pointes. Hein. Il n'était pas tout seul devant. Hein. Et c'est pareil pour Bayer à Hoffenheim. C'était aussi 2 pointes devant. C'est pas des gars qui ont. Enfin, c'est depuis Dortmund en fait que Guirassy apprend à jouer seul devant. Mais si les autres ne tricotent pas et font pas le travail pour lui, il le fait pas en fait. Ok, ouais, bah écoute, on verra un peu si Kovac va changer son système de jeu. J'y crois pas trop, mais ayons une petite lueur d'espoir. Vincent, pour clôturer sur la seconde période, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Écoute, une deuxième période, on va dire un petit peu plus au-dessus. Bon, grâce aussi un petit peu au carton rouge, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai que quand on regarde le score final, on se demande comment, avec ce jeu qu'on propose, on, on conclut avec un 4-0. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, voilà, quand j'ai parlé, j'ai un petit peu fanfaronné hein, de mon côté. Hein, et quand je parle de football champagne, c'était, on va dire, ironique. Parce que moi, je ne voyais pas du tout un score de 4-0. Moi, je pensais 2-0. Voilà, je le confesse, mais j'étais pratiquement sûr et certain qu'on n'en prenait pas pour le coup. Bon, je me suis pas trompé. Tant mieux. Un clean sheet de plus pour Kobel. Maintenant, je suis quand même curieux de voir un petit peu la suite. Et puis bon, c'est vrai qu'il serait temps hein, pour Kovac. Parce qu'on parle de travailler. Je pense que les problèmes qu'on souligne, ils sont là déjà depuis un certain laps de temps. Euh, j'ai bien peur que Kovac fasse sa tête de mule et puis qui qui reste qui reste sur cette stratégie-là. Maintenant, je suis pas très sûr que ça va peut-être marcher. Voilà, comme Franck le dit, hein, ça va peut-être marcher pendant au moins pendant la phase de ligue. En tout cas, voilà, il y a Tottenham qui va arriver, il va y avoir aussi l'Inter. Je suis pas très sûr que ça va fonctionner encore longtemps. Maintenant, si Kovac pense que voilà, on a nos petits 3 points, tant mieux. Voilà, c'est ce que Franck souligne, c'est du minimalisme. Moi, je suis pas très convaincu par cette mentalité en tout cas. En tout cas, c'est pas la mentalité du Borussia Dortmund. Et après, si ça marche, tant mieux, tant mieux pour nous. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je suis content du 4-0. Je suis content d'avoir pu vivre ce match avec toi, en tout cas, Maxime. Mais, euh, mais ça s'annonce très dur pour la suite si on continue comme ça. Ouais, c'est clair que ça sera pas facile, surtout que le prochain adversaire sera Bordeaux. Donc, on l'a vu contre la Juve. Je crois que la Juve gagne 3-2. Attention, c'était à Bordeaux, donc c'était quand même en terre hostile et glaciaire. Mais du coup, à pas prendre l'adversaire à la légère. Hostile et glaciaire, magnifique. Oh, Tu as vu? Ouais. Je suis remonté, prendre un peu le froid. Mon cerveau, il s'est remis en place. Soyez là pour la présentation de Bordeaux, ça sera légendaire. Ah, attention, parce que ça sera Kylian, donc ouais, si je vous le dis, c'est que ça. Moi, je suis pas au courant de rien. Il y a Joël qui nous met un petit message qui dit: vous noterez que je suis calme ce soir. Bah ouais, écoute, c'est très perturbant, je vais t'avouer. Si je vous mettais les messages de Messenger que je reçois de Joël, je ne sais pas s'il est calme. Hein. Ouais, voilà, bon. Il fait par derrière, quoi. Il fait pas. Ouais. Il fait pas ici. Est-ce que tu me permets de m'arrêter sur 2 choses juste sur le match avant de clôturer les 4 buts qu'on met. Alors, c'est vrai qu'on parle, on dirait qu'on a perdu. On a quand même gagné un match 4-0, les mecs. Un peu de joie quand même, tu vois. Mais ceci dit, moi, je m'arrêterai quand même sur les 4 buts qui sont tellement représentatifs de tout ce qu'on peut reprocher à Dortmund. C'est-à-dire que Guirassy, le premier but qu'il met, c'est un monumental cafouillage dans la surface où tu y allais vraiment au forceps pour le mettre. Le but d'Adeyemi, c'est presque pareil en fait. C'est le défenseur qui dégage sur son genou. Il n'y a pas plus pittoresque comme but. Guirassy, son deuxième but, c'est un quasi-penalty, on va dire. Et Svensson, il marque encore sur un putain de centre de merde. Même si le centre est très très beau. Non, mais le centre est très très beau. Mais je veux dire, c'est encore une fois représentatif de l'organisation offensive qui est offusquante et vraiment qui, moi, me sort par les yeux. Parce que je pense que le 4-0, aujourd'hui, il est plus dû à la faiblesse de Villarreal et aussi au fait qu'ils ont joué une mi-temps à 10 qu'à une absolue supériorité offensive de Dortmund. Et dernière chose que je voulais mettre en lumière, c'est les changements de Kovac. Alors, Silva fait une mauvaise rentrée, mais au-delà de ça, quel intérêt quand tu gagnes 3-0 contre une équipe à 10 de ne pas relancer peut-être Duranville,
peut-être Mané plutôt que Chan. Peut-être il est où le petit Campbell. Ça, je trouve que c'est stupide de la part de Kovac. Pourtant, souvent, je suis d'accord avec ce qu'il fait dans la gestion du personnel, même encore dans la rotation, parce qu'au début, on en a parlé, mais c'est pas non plus une équipe bis qui met Kovac. Il met une équipe quasiment type, à l'exception de 3 joueurs peut-être. Mais je vois pas l'intérêt en fait de faire rentrer Chan. Il y en a aucun. Il rentre à la 84e. T'as Mané qui a la dalle de temps de jeu. Il aurait très bien pu jouer les 10 dernières minutes. Et pareil, faire rentrer Gross, peut-être que c'était le moment de relancer Duranville qui revient. Et s'il est trop court, il y a Campbell qui attend aussi. C'est stupide de ne pas l'avoir fait. Okay. Et oui, bon, mais comme disait Forrest Gump, n'est stupide que Kovac. Ouais. Kylian, coach de Dortmund, c'est bon, on va faire une... J'ai pas cette prétention-là, mais j'avoue que quand je vois Grosse rentrée et qu'on mène 4-0 et qu'il y a Duranville qui se gèle sur le banc, je boue. Il change tout son milieu de terrain au final, il fait sortir Sabitzer et Mecha pour en faire rentrer Bellingham et Gross. Donc il y avait Fou du BFOB qui nous avait mis un petit message qui dit Bellingham, il manque de réflexe pour être titulaire en Ligue des Champions, non? Je ne sais pas s'il manque de réflexes au vu des dernières prestations. Il gagnera les réflexes en les jouant, les matchs, pas en restant assis sur le banc. Ouais, et vu les réflexes qu'a Sabitzer pendant le match, je pense qu'il en a un peu plus que lui. Alors bon. C'est vrai. L'autre, c'était Casper le fantôme de nouveau. Hein. Ah là 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 là. Bon, allez, bref. Voilà. Donc, doublé de Guirassy en espérant que ça l'aide un peu pour se relancer et être buteur dans les prochains matchs. Adeyemi aussi qui a marqué contre Stuttgart et qui marque aussi ici contre Villarreal. Vas-y, Franck. Un conseil pour Guirassy quand il tire les pénaltys, qu'il regarde quand le gardien a déjà plongé à droite. Il n'a pas besoin de tirer du même côté. Hein. C'est pas ça le but. Il faut qu'il tire de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est ça. Donc bon, l'histoire des pénaltys, au moins, elle est clarifiée. On sait que ça sera Chan ou Bensebaini qui les tirera dans le futur. S'ils sont là, oui. S'ils sont là. Là, ils étaient pas S'ils sont là, bien sûr, oui, tout à fait. Mais il y aura au moins un des deux, j'espère, pour le prochain pénalty. Au niveau du classement, du coup, grâce à cette victoire, le Borussia Dortmund se dirige quand même vers une possibilité de 8e de finale. Donc, ils étaient 4e hier soir à provisoire. Tout va dépendre aussi des matchs de ce soir. Mais une victoire contre Bodø, je pense qu'on est assez d'accord, dirait que les 16e seraient quasiment actés et qu'il n'y aurait plus de problème. Ouais. En fait, j'ai vu hier soir que la plupart des résultats nous étaient favorables et Opta a lancé des calculs avec tous leurs super ordinateurs de tous les scénarios possibles et imaginables pour voir combien de points seraient nécessaires pour être d'ores et déjà qualifié. Et a priori, alors c'est pas tombé, donc je pense que ça n'a pas été prolifique, mais il s'était arrêté à 10. Et 10, c'est ce qu'on a actuellement. Donc, je crois que la victoire de Villarreal semble actée. Peut-être. Alors, Opta n'a pas encore officialisé et ni l'UEFA de toute façon. Donc, sans doute qu'il y a peut-être une petite faille ou un petit scénario où ça ne passerait pas. Mais a priori, au moins pour les barrages, c'est un très, très, très grand pas. C'est un peu plus que l'orteil de Zule qu'on a fait hier, en tout cas. On en a mis 2 cette fois-ci. Ouais, mais l'orteil de Zule, t'as vu le momologue que c'est, Zule? Lui, un orteil, c'est ma main. Hein. Alors, donc voilà, bon, j'ai pas mis le classement et tout parce que c'est pas révélateur actuel. Il faut mieux attendre la fin de la dernière journée. Au pire, dimanche prochain, on fera une petite brève apparition du classement durant 5 minutes pour voir où on en est. Donc voilà. Mais en tout cas, 3 points importants qui seront décisifs pour le reste. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce match ou je pense qu'on a fait le tour ou c'est bon? Tout est clair. Tout est clair, tout est fait. Ok. Écoutez, on va enchaîner du coup sur le deuxième sujet qui est la rencontre qui nous attend déjà ce samedi. Donc c'est à 18h30, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Top Spiel.
Donc voilà, donc un déplacement au Bayer Leverkusen. Donc pas très loin. En plus, on a pensé à toi, on a fait ce qu'il fallait quand on est passé devant la Bay Arena, Franck. Voilà, tout à fait. Donc on a fait passer le message. Donc encore un duel de haut de classement entre le troisième qui est actuellement Leverkusen et quatrième Dortmund. On verra bien si on va réussir enfin à gagner contre un top 5. Bon, ils n'ont pas eu un début de saison très facile de leur côté parce que bon, ils avaient un entraîneur qui s'appelait Ten Hag et qui a fait quoi? 3 matchs? 3 matchs, même pas, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Donc voilà, donc ça n'a pas marché. Bon, des petits problèmes aussi en dehors et puis avec le vestiaire. Donc du coup, c'est Casper Ujman, je ne sais pas comment on le dit. Hjulmand. Hjulmand, excuse-moi le danois. Donc voilà, qui a repris le relais. Au niveau des matchs, il y a quand même eu 107 rencontres entre les deux équipes, donc 47 victoires pour Dortmund, 27 nuls, 34 défaites. Au niveau des 5 derniers matchs, on est quand même pour 3 victoires pour Dortmund, 1 nul et une défaite. La dernière défaite remonte en 2021. Voilà. Au niveau de leur début de saison, sur 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites, ils ont quand même fait, faut pas l'oublier, un petit exploit hier à Manchester City en s'imposant 2-0 chez eux. Nous, on s'est pris un petit 4-1 en retour. Donc voilà. Franck, du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette rencontre et les attentes? L'année où ils gagnent, non, on va gagner chez eux quand 4-2. C'était l'année dernière, je crois. C'était ça. L'année dernière, ouais. Ouais. Donc, alors que bon, on se pensait qu'on allait, là, je sais pas, c'est le top speed de la soirée. La tendance, je dirais, est plus en faveur de Leverkusen que nous, quoi. Surtout que depuis un bout de temps, ça perd plus, malgré le changement d'entraîneur, malgré un 11 remanié, parce qu'ils ont perdu tellement de joueurs, quoi, je veux dire, et chapeau, faut dire ce qui est, quoi. Après, c'est peut-être pas non plus. Mais bon, ils vont gagner à City hier, je veux dire, 2-0, faut le faire, chapeau. Ouais. Donc, je suis un peu moins optimiste, je veux dire, mais j'espère qu'on va accrocher au moins un nul là-bas, parce que si on perd, on va commencer à être décroché. Et en plus, cette rencontre va servir de tremplin à la Pokal. Donc, les équipes vont se jauger aussi sur ce match-là. Après, ce n'est pas les mêmes compétitions. Mais bon, le deuxième match a un enjeu encore beaucoup plus important, quoi. Mais une défaite, ça nous ferait décrocher un peu du top 4, quoi, je veux dire, sur toutes les autres. Actuellement, ils ne perdent plus beaucoup. Tu as des équipes qui, comme Leipzig, depuis leur défaite contre le Bayern, ça joue bien et ça gagne. Leverkusen aussi. Stuttgart, on a vu de quoi ils étaient capables chez nous. Donc, voilà. Il y a 4 équipes pour la phase, enfin pour être qualifié en Ligue des Champions. J'espère qu'on sera parmi ces 4. J'ai des doutes au jour d'aujourd'hui, mais le potentiel est là chez nous. Moi, je pense que c'est juste le système de jeu et un peu de fantaisie. Mais j'ai pas l'impression que Kovac, c'est Monsieur Fantaisie, lui. Non, c'est clair. Tu t'en parlais justement, il suffit qu'on perde ce week-end et que Stuttgart, Francfort, Hoffenheim l'emportent. Tu sors du classement qualificatif dans une compétition européenne. Tu peux déjà être 7e. Ouais, donc, c'est ça. Donc match, pas à prendre à la légère et à faire au moins un résultat, un match nul, parce que même le match nul, tu peux tomber 6e en fonction du résultat de Francfort et de Stuttgart. Vincent, toi, du coup, la rencontre contre Leverkusen? Match qui, ça c'est vraiment typiquement le genre de match qui me fait peur, surtout à l'extérieur. Après, Franck l'a dit, on a les capacités, on a le potentiel.
Maintenant, à nous de montrer ce qu'on a entre les jambes, hein, pour parler poliment. Mais Tu peux nous en dire un peu plus? Dire, hein. Il n'a pas dit montrer, hein, Vincent, Parce que hein, moi, il j'ai pas dit. tout à fait compris à quoi tu faisais allusion. aux attributs masculins, voilà. Mais j'ai quand même espoir encore parce que voilà, je crois quand même en mon équipe. Mais c'est vrai que un match très 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 compliqué s'annonce et un match crucial bien évidemment pour la suite de la Bundesliga. Ouais, c'est clair, c'est bon, c'est un peu les mêmes propos tenus par Franck, hein, du coup, très, très, très important. Kylian, du coup, Mister Stat, qu'est-ce que tu as de beau à nous sortir sur Leverkusen? Alors, Leverkusen, c'est 4 matchs, 4 victoires, là, récemment. Et sur ces 4 matchs-là, ils ont encaissé qu'un seul but. Et ils en ont marqué 13 buts. Mais moi, là où je mets un petit bémol quand même sur le Bayer Leverkusen, c'est que si tu remontes jusqu'au début de la saison, à chaque fois qu'ils ont joué un gros, et quand je dis un gros, je les mets sur le même échelon que Dortmund, c'est par exemple une défaite contre Offenheim, c'est une victoire contre Francfort, très bien, magnifique, c'est un nul contre le PSV Eindhoven, c'est une branlée 7-2 contre Paris, c'est une branlée 3-0 contre le Bayern. Et là, sur les 4 derniers matchs, il y a 3 victoires contre Benfica, qui est à l'agonie en Ligue des Champions, contre Heidenheim, qui est une équipe qui a le niveau de la Zweite Liga, et Wolfsburg, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Et le Manchester City qui gagne, oui, il y a une victoire à City, mais l'équipe de Manchester City, pour une raison qui appartient à Pep Guardiola, parce que je n'ai pas les yeux suffisamment axés sur la Première Ligue, mais il n'y avait aucun joueur qui est titulaire normalement dans l'équipe de Pep Guardiola. Hein. On a des Rouzanov, des Ait Nouri, on a des Oscar Bob, Marmouche, tout ça, c'est des joueurs qui ne jouent pas. Il n'y avait même pas Donnarumma dans les buts. Sachant que dans les 2 derniers matchs de Leverkusen, donc contre City et contre Wolfsburg juste avant, l'homme du match, c'est Flecken, le gardien. Donc je crois qu'à Leverkusen, il n'y a pas tant de certitude que ça, même si, effectivement, coup de chapeau à Kasper Hjulmand, que j'aime beaucoup, d'avoir pris ce tas de cendres et essayé d'en former quelque chose avec un peu d'argile. Mais je crois que Leverkusen a aussi peur de Dortmund que nous, on a peur de Leverkusen. Et surtout, dans cet aller-retour qui s'annonce là en 4 jours, là, le match retour est au moins 2 fois plus important que le match aller. Donc, la prise de température de ce week-end sera décisive et absolument cruciale dans le match de Pokal où il faudra absolument tout donner. Mais Leverkusen en est tout aussi conscient parce qu'en fait, ils sont plus ou moins dans le même état que nous. C'est-à-dire, ils ont un plafond et pour l'instant, ils ne savent pas le transpercer. Donc, il y a Matteo, du coup, qui gère le compte le football et aussi avec son signe, comme d'habitude, hein, je vous invite à le voir. Il a vu pas mal de matchs de Leverkusen, comme il a eu l'occasion de vivre les matchs dans la presse directement au stade. Il dit voilà, ne soyez pas pessimiste face à Leverkusen. Hier sur le banc, il n'y avait que des U19, sauf 2 noms et bon. Donc c'est vrai que les 2 équipes sont peut-être s'attendent au tournant, mais il peut peut-être avoir une surprise d'un côté comme de l'autre. Donc écoutez, on verra un peu ce que ça donnera par rapport à cette rencontre. Et puis, ils sont décimés par les blessures. Hein. Axel Tapé, défenseur central, est blessé. Arthur est blessé, défenseur droit. Lucas Vasquez est blessé, donc il n'y a plus aucun latéral droit de métier à Leverkusen. Eki Fernandez, milieu défensif, est blessé. Ezequiel Palacios, milieu défensif, est blessé aussi. Et Robert Andrich semble suspendu. Non, pardon, c'est un Champions qui est suspendu. Je pense que le projet Leverkusen est intéressant, mais il arrivera à maturité d'ici peut-être 2 ans. C'est pas un ogre qui
qui va s'opposer à Dortmund, et je pense que c'est très, très 50-50. Et comme je le disais, cet aspect vraiment dosage, prise de température pour le match de Pokal est encore plus important que le contenu du match en lui-même, en fait. Ok, bah écoute, on verra un peu tout ça. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Leverkusen ou sinon on finit avec la dernière partie dont je vais donner la parole à Franck. C'est bon pour vous? Est-ce que tu as quelqu'un pour Leverkusen? Non, écoute, j'ai personne pour Leverkusen. On devait peut-être le faire avec Matteo, parce que comme il était sur place et c'était à l'occasion, parce qu'il a vécu un peu en interne avec le club. J'ai pas eu le temps de chercher, donc peut-être à voir s'il y en a un ou trois qui serait chaud pour la faire, ou sinon, bah écoutez, on fera sans émission. Donc bon, on en parlera après. Donc, comment? En off. En off, voilà, c'est ça. Tiens, en parlant de off, et bah écoute, ça va être alors pas ton quart d'heure, tes 5 minutes, comme tu m'as dit. Alors, on va mettre en place un nouveau système pour la fin de l'émission. Donc, c'est une sorte de petit quiz où, en fait, Franck va nous présenter un joueur emblématique qui est passé par le Borussia Dortmund avec une description. Moi, je vais vous mettre quelques petites images aussi. Donc, on va commencer par des images assez difficiles et on arrivera à la fin par la tête du joueur si vous ne trouvez pas. Et pareil, Vincent et Kylian, vous pouvez jouer. Moi, je connais le nom parce que j'ai préparé l'émission avant. Mais dans le chat, si vous le trouvez, n'hésitez pas à mettre le nom. Je retiens le premier qui le dit. Et puis, je le dirai à Je cache Franck. le chat. J'avais le Donc, chat. Je le cache. oui. Je ne triche pas. Ne triche pas. Eh ben, écoute, promis. Franck, c'est à toi. Et je commence par te mettre ce premier petite image. Comme ça, on sait quel genre de profil on recherche. Tout à fait. Alors, le joueur cherché est bien dans la position avant-centre, mais a aussi souvent officié en tant qu'ailier. Ok. Je continue? Je change de Vas-y, truc? tu peux. Ok. Ouais. Voilà. Alors, là, vous pouvez voir tous les matchs qu'a joué dans toutes les compétitions ce joueur. Donc, vous voyez, majorité en Bundesliga. Il a fait de l'Eredivisie. Il y a quelques matchs de DFB Pokal. Hein. Il a fait l'Eurovision? L'Eurovision. D'accord. Oui, Mireille Mathieu, il a fait l'Eurovision. Ouais, lui, on va l'appeler Céline Pion plutôt. Ouais, tu vois. Bon, un joueur emblématique quand même à Dortmund parce qu'il a quand même 187 matchs et 39 buts à son compteur. Ouais, mais ça, c'est Bundesliga parce qu'il a de la Coupe de l'UEFA avec Dortmund. Oui. Il a la DFB Pokal avec Dortmund. Alors, vous voyez qu'il a un match de la Coupe du Roi, donc il a joué en Espagne. Après, il a aussi la Coupe du Danemark. Donc, Avio, vous avez déjà pu voir. Ouais. Vas-y, il y a Matteo KNVB, c'est la Coupe des Pays-Bas, il me semble. Quoi? Oui, pardon. Ouais. C'est la Coupe des Pays-Bas, pardon, excuse-moi. Oui, Mathéo a trouvé? Non, Matteo n'a pas trouvé. Il a commencé dès le début, il a dit Moukoko, donc non. Et après, il avait dit Colère. Colère, mais lequel? Ah, j'en sais rien, il m'a pas détaillé le truc. Donc je te mets ça. C'est pas ça. Je te mets le suivant slide où c'est les différents clubs par qui il est passé. Ça te va? Tout à fait. Allez, hop. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un joueur des années 90. Hein. Bon, ça a son début de carrière donc au Danemark. Par la suite, il est allé à la Castilla, donc au Real Madrid de l'équipe B. Hein. Donc, vous pouvez voir qu'il a fait une période à Cologne, au PSV Eindhoven. Du PSV Eindhoven, il est venu à Dortmund et fin de carrière. Fin de carrière précipitée suite à une blessure en 93 de mémoire. Il se fait les ligaments du genou droit. Il revient et je crois que sur son premier ou deuxième match, il se refait les ligaments au niveau côté droit.
Moi, je sais c'est qui, mais j'arrive pas à dire le nom. Je sais c'est qui. Bon, on peut aller sur sa présentation. Je crois Sur que la t'as encore présentation, Ouais, donc c'est un joueur qui est né au Danemark en 1966. Il a 58 ans à l'heure actuelle. 1m82 pour 80 kg, attaquant ailier. 62 sélections avec l'équipe du Danemark. c'est 21 trouvé buts. dans le chat. Ah, pardon? C'est trouvé dans C'est le ça chat. Ah, ok. Il a été champion d'Europe avec l'équipe du Danemark en 92, en portant le numéro 9 et en ayant été attaquant. Donc chez nous à Dortmund, il a joué donc de 90 à 95. C'est 146 matchs, c'est 23 buts. Le palmarès au BVB, il est champion en 95. Il est vice-champion d'Allemagne avec Cologne en 89 et 90. Vice-champion avec le Borussia Dortmund en 93. Finaliste de la Coupe de l'UEFA en 93 avec le Borussia Dortmund. Chez nous, il a souvent porté le numéro 11. Très souvent. C'est son numéro un peu, on va dire, fétiche. Et comment dire, vous le décrire, c'est un joueur qui n'a pas, c'est pas un buteur prolifique, hein. Mais par contre, c'est, comment dire, c'est un joueur qui est essentiel à une équipe parce qu'il est très racé et je veux dire, il fait un abattage incroyable, que ce soit devant ou derrière, hein. Il a toujours été dévoué et combatif. Au niveau des fans de Dortmund, il laissera une image, mais je veux dire, éternelle. Même encore, il y était jeudi à Dortmund pour faire un live show avec Norbert Dickel et Michael Schulz, qui était un défenseur central de Dortmund. Et comme dit, sa carrière s'est arrêtée en 95 suite à 2 blessures. Sachez qu'il a encore après joué au niveau amateur au Danemark pendant quelques années, quoi. Okay. Voilà. Bon. Je vous mets les photos, peut-être, ça va peut-être vous aider. Ouais, on va vous montrer les photos du joueur. Oui, mais j'ai le nom, mais ça ne veut pas sortir. Alors, je vais vous le donner, le nom. Donc, j'ai commencé par lui. Pourquoi? Parce que c'est mon joueur préféré. C'est le joueur avec qui j'ai vibré parce que je crois qu'il me ressemble le plus. C'est quelqu'un qui donne beaucoup pour les autres, qui a beaucoup donné pour Dortmund, sans compter. Et je crois qu'il s'est un peu sacrifié au niveau santé. Et un gars avec un sourire, comme on le voit sur la photo, il était toujours… mais sur le terrain, c'était une teigne. Donc, si vous le voyez bien, c'est lui. Poulsen. Ouais. Poulsen, Flemming Poulsen. Voilà. Donc, ça a été trouvé par. Alors, c'était sur Twitter. C'est le pseudo qui s'appelle 11 avec Marco Reus en photo de Pépé et qui fait un cœur. Je ne sais pas comment il s'appelle. Au pire, donne-moi ton prénom, comme ça je peux te. Je pense que ça doit être. Alors, si je me souviens, je crois que ça doit être Lucas. Donc, peut-être. Bah, il va nous dire. De Dortmund que si c'est bien lui que j'ai déjà emmené. Oui, il était déjà 2 fois avec moi. Il était le week-end dernier aussi au match contre Stuttgart, quoi. Voilà. Un jeune homme qui vient du département du Haut-Rhin, donc non loin de nous, et qui est fan aussi de Sochaux, et un bon petit jeune, et qui aime bien aller faire quelques matchs aussi du Borussia Dortmund, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il m'a dit exactement, Franck, c'est bien Lucas qui était derrière ce pseudo. Et bon, il y avait un petit tricheur qui s'appelle Matteo et après qui a dit derrière Flemming Poulsen aussi. Juste voilà. Donc, mais ça a été trouvé quand même dans le chat. Messieurs, faut revoir vos classiques, hein. Après, aucune idée de qui est ce mec. Tu l'aurais vu jouer, Kylian, tu aurais adoré. C'était un gars qui était… moi, j'ai kiffé ce joueur, hein. C'est la période où je suis arrivé à faire mes premiers matchs à Dortmund. Et c'était un… Alors, pour vous dire, pour les joueurs actuels ou pour Vincent, c'était tout à fait le type de Kevin Grosskreutz. Ah oui. C'était le Kevin Grosskreutz danois, hein. Parce que c'était un joueur qui était très polyvalent. Il a dépanné aussi à certains postes quelquefois, mais surtout ailier attaquant. Avec l'équipe du Danemark, il gagne l'Euro
alors que le Danemark n'a joué que cette phase vu la non-présentation de la Yougoslavie à cause du conflit qu'il y avait à l'époque, je veux dire. Et donc, le Danemark a été repêché. Et ils avaient la France dans le groupe. D'ailleurs, eux s'en sont sortis, les Français aussi, mais les Français ont perdu, je crois, en demi-finale, je veux dire. Voilà. Voilà pour ce sera mon premier joueur. Je vais vous en faire des plus actuels aussi, mais je ne remonterai pas en dessous de 90, c'est promis. Ouais. Sinon, ça va être dur pour certains. Et voilà, c'était la petite chronique du petit vieux Borussen que je suis. Voilà, écoute, ça a bien plu, Mathéo, à trouver ça sympa, et puis on essaiera de mettre ça à chaque fin d'émission, ça peut être cool. Écoutez, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait une belle petite émission de notre côté. C'était bien sympathique. Et écoutez, merci en tout cas à ceux qui étaient présents, comme d'habitude, Mathéo. Donc, du coup, maintenant, je sais que c'est Lucas. Il y avait Joël aussi qui était là. Donc voilà, c'était sympa de vous revoir. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Je vous tiendrai au courant s'il y a émission ou pas contre Leverkusen. Sinon, écoutez, on le fera lors du match retour. Et sinon, on se retrouve dimanche avec tout le monde pour le débrief du match contre le Bayer Leverkusen. Je pense que ça sera sûrement 20h ou 21h. Je vous tiendrai aussi au courant. Voilà. Merci, messieurs. Passez une bonne soirée. Et comme on dit en Allemagne, tschüss. Tschüss.